Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. La conférence centrale sur le travail économique s'est achevée récemment à Beijing. Chaque fin d'année, cette rencontre permet de déterminer les orientations économiques et de fixer l'objectif pour l'année suivante. Quels sont les défis à relever pour l'économie chinoise en 2019 et quelles sont les priorités en matière de politique économique? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ding Yifan. Bonjour, vous êtes économiste, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue sur notre plateau. Alors, quels sont les points clés abordés lors de la conférence de cette année? En fait, la conférence centrale sur l'économie est toujours une occasion importante parce que c'est toujours le moment où les dirigeants chinois évaluent l'économie du pays pour l'année et préparent pour le développement de l'année prochaine. Donc, toujours pratiquement à la fin de l'année, il y a cette conférence. Et aujourd'hui, cette année, en fait, les dirigeants chinois ont évalué l'économie chinoise, ont constaté que finalement il y a une pression vers le bas sur l'économie chinoise. En fait, l'économie chinoise fait face à une accumulation de défis. D'abord parce que, visiblement, la Chine est tournée vers d'une croissance économique rapide vers un type de croissance économique de bonne qualité. Ça veut dire que, en dépit du ralentissement du rythme de la croissance, on veut restructurer l'économie pour que les points forts, les secteurs de technologie ou de haute technologie reprennent le pas sur le secteur traditionnel. Et bien sûr, le changement de ce genre de structure prend un peu de temps. Entre-temps, nous avons fermé un certain nombre d'entreprises dans le secteur traditionnel pour favoriser le développement d'autres secteurs. Mais bien sûr, l'investissement et la croissance ne suivent pas le pas de la fermeture. Ce qui fait que donc il y a ça, mais aussi l'État a resserré les standards de protection de l'environnement. Ça aussi, on a fermé les entreprises qui ne répondent pas aux critères de la protection de l'environnement. Les entreprises polluantes ont été carrément fermées. Donc tout cela fait que la croissance ralentit. Il y a ça, mais il y a aussi le fait de ralentissement de l'exportation. L'exportation, en gros, est en train de se reprendre parce qu'il y a une reprise de l'économie mondiale. Donc il y a une demande de l'exportation chinoise, mais la soi-disant guerre commerciale a joué un peu sur ce secteur. Donc certaines entreprises de l'exportation ont été affectées par la décision unilatérale de l'administration Trump de relever le taux de droit de douane. Donc ce qui affecte une partie des entreprises chinoises de l'exportation vers le marché américain. Alors, effectivement, comme vous avez évoqué tout à l'heure, dans la communiqué finale, on voit qu'il y a des phrases qui disent qu'il existe de nouvelles et inquiétantes tendances dans un contexte de stabilité générale de l'économie, que l'environnement extérieur est complexe et difficile et que l'économie est confrontée à des pressions à la baisse. Donc, je pense que vous avez bien évoqué ces facteurs non seulement extérieurs, mais aussi intérieurs. Est-ce que le gouvernement chinois aujourd'hui est prêt à relever ces défis et quels sont, selon vous, est-ce que vous avez vu dans cette conférence des mesures qui visent à relever ces défis? En fait, oui, les défis. Je veux dire, les défis de la restructuration de l'économie chinoise ont été relevés ou ont été soulignés par le gouvernement chinois depuis 2 ou 3 ans déjà. Donc ce n'est pas une surprise.
Et la restructuration ne date pas d'hier. C'est ça. La restructuration ne date pas d'hier. Et en fait, ça a commencé il y a 3 ou 4 ans. Déjà, on commence à préparer la transition. Donc le ralentissement, d'une certaine manière, a été voulu. Et toujours sous contrôle de l'État, parce que pour transformer une économie de croissance rapide, mais extensive, à une croissance intensive et de meilleure qualité, donc il y a beaucoup de choses à changer. Et là-dessus, je pense que nous avons pris des mesures pour favoriser cette transition, pour, comme on dit, pour faire en sorte que cette transition se passe dans des conditions, je dirais, plutôt favorables. C'est-à-dire, on aimerait bien arriver à une espèce de soft landing, un atterrissement en douce de ces structures, parce qu'on va évidemment éliminer une partie de capacités de production qui sont traditionnelles, qui ne répondent plus aux critères de protection de l'environnement, aux critères de l'efficacité de production. Mais j'aimerais bien savoir comment le gouvernement vise à gérer la relation entre la stabilité sociale et la transition, la transformation de l'économie, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été fermées, et on voit aussi que la volonté du gouvernement de contrôler, par exemple, le prix sur le marché immobilier, mais sur le marché immobilier, il y a une longue chaîne de valeur et il y a beaucoup d'emplois qui sont impliqués. Donc, plus précisément, comment le gouvernement a géré ou va gérer ce genre de dilemme? Oui, mais en fait, il n'y a pas vraiment de véritable dilemme dans cela, parce que, bien sûr, il y a un problème de l'emploi. Mais vu le rythme avec lequel l'économie chinoise est capable de gérer de nouveaux emplois, on peut penser que finalement, il n'y a pas un phénomène de chômage massif à la suite des décisions de restructuration de l'économie chinoise. Il y a bien sûr, l'État assume la formation du personnel qui sont un peu dus à la restructuration, qui sont en dehors du marché du travail. Mais même pour les nouveaux diplômés de l'université, tous les ans, nous devons absorber à peu près 10 millions d'emplois. Et cette année, nous avons créé plus de 13 millions d'emplois, donc ça va. Tous les ans, il y a un plan pour la création de nouveaux emplois sur le marché chinois. Et approximativement, on arrive à atteindre cet objectif de création d'emplois même pendant 8 à 10 mois de l'année. On arrive à résoudre tous ces problèmes-là. Donc ça va. Le problème d'emploi n'est pas encore la grande priorité du gouvernement pour le moment. Pour le moment, il faut créer plus d'emplois dans des secteurs de pointe que de créer de l'emploi tout court. Parce que l'économie chinoise n'est pas angoissée par de grands chômages, par exemple. S'il y a, le chômage est devenu un problème majoritaire dans l'économie chinoise, l'État va faire attention à ce moment-là, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, on a parlé un peu des facteurs intérieurs, et pour les facteurs extérieurs, on a vu dans le communiqué, il y a une phrase assez intéressante de dire que le monde est confronté à des changements qui sont sans précédent depuis un siècle, ce qui apporte à la fois des défis et des opportunités. Et comment comprenez-vous ce terme sans précédent? En fait, oui, sans précédent, si vous regardez par exemple l'économie mondiale, il y a tout de même un grand changement dans l'économie mondiale, parce que ce qu'on appelle les économies émergentes, les économies en développement, qui se développent plus rapidement, sont en croissance
et ils arrivent à rivaliser avec les anciens pays industrialisés, par exemple. Selon toutes les projections des agences économiques ou des institutions internationales, en fait, en 2030, les nouvelles économies émergentes seraient à égalité avec les anciens pays industrialisés, développés. Donc ça, c'est un changement fondamental. On n'a jamais vu ça depuis des années à des années. Et il suffit de regarder le changement de ce mécanisme de coordination de politique macroéconomique de toutes les grandes économies du monde. Dans les années 70-80, c'était le G7. Les G7, c'est les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon, le Canada, l'Italie. Eh bien, le G7 a fonctionné de 70 à peu près en 90. Et à ce moment-là, les économies des G7 représentaient à peu près 85% de l'économie mondiale. C'est énorme. C'était, à eux seuls, ils représentaient à peu près l'essentiel de l'économie mondiale. Non, le G7 suffisait de coordonner. Oui, leur politique. Aujourd'hui, ils sont moins de 40. Ils sont moins de 40% de l'économie mondiale. Alors qu'il faut que les autres pays émergents rejoignent le groupe pour faire le G20. Le G20 représente à peu près la même chose que le G7 à l'époque. Le G20 représente 85% de l'économie mondiale aujourd'hui. Donc c'est un grand changement. Et parmi le G7, bien sûr, il y a les BRICS. Les BRICS représentent à peu près la même chose aujourd'hui que les anciennes G7. Donc c'est une restructuration de l'économie mondiale plutôt. Oui. Mais quand on dit qu'il apporte à la fois des défis et des opportunités, quels défis et quelles opportunités s'agit-il? Il y a de nouveaux défis parce que vu la Chine, bien sûr la Chine se développe très rapidement depuis 40 ans, depuis la réforme à l'ouverture, mais le coût de travail, le coût de la terre, etc., les coûts de la production se sont élevés et sensiblement en Chine depuis quelques années. Du coup, la Chine n'a plus de compétitivité dans tous les domaines. Il y a un phénomène que la plupart des pays industrialisés ont connu dans le passé, c'est le phénomène de déplacement de production. Délocalisation, oui. C'est-à-dire il y a d'entreprises chinoises qui se sont délocalisées de Chine pour s'implanter dans d'autres pays. Avant, ce sont des entreprises dans les pays développés qui délocalisent en Chine, et puis aujourd'hui, c'est la Chine. C'est la Chine qui se délocalise vers d'autres pays, vers des pays africains, vers des pays asiatiques, notamment au Vietnam, au Laos, au Cambodge et dans d'autres pays de l'ASEAN, de cette association des pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, si on regarde les politiques économiques en détail, on voit qu'il y a d'abord une certaine continuité. Par exemple, il est indiqué que la politique budgétaire proactive et une politique monétaire prudente seront maintenues. Oui. Donc, quel est l'objectif de ces mesures et comment expliquez-vous cette continuité? Parce qu'il y a une tendance de pression vers le bas. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver des mesures pour contrebalancer cette pression. C'est pour ça que le gouvernement va prendre des mesures fiscales, disons proactives. C'est-à-dire des mesures fiscales proactives, c'est-à-dire que l'État va réduire davantage les impôts taxés sur les entreprises principalement. Puis l'État va assumer une politique monétaire plutôt stable, modérée mais stable, parce que finalement,
comme les autres pays développés, sont entrés dans un cycle de rétrécissement de politique monétaire. Aux États-Unis, la Réserve fédérale est en train de relever le taux d'intérêt. Et, à Francfort, la Banque centrale européenne parle de se retirer d'assouplissement quantitatif et aussi bientôt de revenir aussi à un taux positif de taux d'intérêt. Et tout cela veut dire que finalement la Chine n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour baisser successivement le taux d'intérêt. Donc, du point de vue de la politique monétaire, la Chine n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais du point de vue de la politique fiscale, la Chine, contrairement aux autres pays développés, la Chine a un niveau d'endettement acceptable. La Chine a encore un taux d'augmentation de recettes fiscales qui est légèrement supérieur au taux de PIB. Ce que veut dire que l'État a de l'argent. L'État peut, par exemple, utiliser de l'argent public pour stimuler l'investissement dans des secteurs bien déterminés. Mais les dettes locales, est-ce que c'est un élément à s'inquiéter parce que c'est aussi mentionné dans le communiqué? Oui, c'est mentionné dans le communiqué, mais finalement, l'endettement des autorités locales n'est pas un problème, je dirais, à long terme. Parce que selon la structure de l'État chinois, les autorités locales n'avaient pas et n'ont pas le droit d'emprunt sur le marché. S'il y a d'endettement, donc théoriquement, il ne doit pas y avoir d'endettement des autorités locales. S'il y a d'endettement des autorités locales, c'est parce que, n'oublie pas qu'en 2008, il y avait une crise financière internationale. Et pour se préparer contre les conséquences néfastes de cette crise financière, et tous les pays ont pris des mesures dites de plan de relance. Donc la Chine a pris aussi des mesures de plan de relance, et à ce moment-là, l'État chinois, donc le gouvernement central, a investi à peu près 4 000 milliards de yuan dans l'infrastructure, etc. Et parce que les travaux d'infrastructure sont éparpillés un peu partout en Chine, et les autorités locales devaient accompagner l'investissement de l'État avec leurs propres fonds. Donc les autorités locales ont été autorisées par l'État à emprunter sur le marché. Mais c'était une seule exception. C'était une exception. Donc ils se sont empruntés. Les autorités locales, elles se sont empruntées sur le marché pour accompagner l'investissement de l'État, ou pour construire des lignes de TGV, ou pour accompagner la construction des aéroports, des lignes de vol, et c'était pour les infrastructures. Tout cela c'était une seule fois, donc une exception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est contrôlé, c'est toujours contrôlé. Et d'ailleurs, beaucoup de ces travaux d'infrastructure sont payants. Les autoroutes sont payantes, les ponts sont payants, etc., etc. Donc il y a un retour sur l'investissement. Bien sûr, ils ne sont pas tout de suite remboursés, les dettes ne sont pas remboursées tout de suite, mais avec le temps, avec le revenu de ces infrastructures, les autorités locales sont capables de rembourser ces dettes. Alors, en fait, vous avez évoqué tout à l'heure la réduction d'impôts, et effectivement, cette réduction d'impôts et de frais non fiscaux a été classée parmi des mesures qualifiées d'audacieuses, en fait. Et comment expliquez-vous, pouvez-vous nous détailler un peu, en fait, quel genre d'impôt s'agit-il? C'est seulement pour les entreprises ou pour les individus aussi? Et en fait, quel niveau et cette réduction, il s'agit de quel niveau de réduction, et en fait, quels sont les objectifs? Le système d'imposition en Chine est compliqué, parce que la Chine n'a pas cette habitude d'imposition directe.
c'est-à-dire les impôts sur les revenus individuels, etc., dans la composition de l'impôt chinois est très minoritaire. L'État chinois s'appuie beaucoup sur l'impôt indirect. Donc la grande source de revenus fiscal de l'État, c'est la TVA. C'est l'impôt indirect, etc. Les taxes. Oui, les taxes et les impôts sont les mêmes. Bien sûr, les Chinois paient les impôts sur les revenus, etc. Mais par rapport aux autres taxes que l'État perçoit, indirectement, c'est rien. Donc, de ce point de vue, comme dans l'économie, on a cette pression. Pour alléger cette pression, il faudrait trouver des moyens pour les entreprises de se sentir un peu soulagées de ces impôts. Donc, cette fois-ci, la réduction d'impôts vise principalement les entreprises. On va essayer de réduire le niveau de TVA. On va essayer de réduire les frais qu'on avait l'habitude d'imposer aux entreprises, les frais non fiscaux, oui, mais les frais administratifs, c'est ça? Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le niveau de cotisation sociale, etc. Ce sont aussi un genre d'impôts. Parce que le niveau de cotisation sociale est quelque chose de très important pour les entreprises. Si on baisse un peu le niveau de cotisation, etc., c'est un soulagement énorme pour les entreprises. Mais est-ce que ça veut dire que le revenu reçu par les travailleurs va être augmenté parce que la cotisation sociale a baissé? D'une certaine manière, oui. En fait, depuis quelques années. L'augmentation de revenus personnels est plus rapide que la croissance du PIB. Cela va de soi. Parce que c'est une promesse du gouvernement. La promesse du gouvernement, c'est que l'augmentation de revenus disponibles par personne serait plus rapide que le taux de croissance du PIB. Et le gouvernement, jusqu'à maintenant, a réussi à tenir sa promesse. Donc tous les ans, il y a une augmentation de revenus, de salaires, etc. Mais est-ce qu'il y a un risque d'inflation aussi par rapport à... L'inflation, pour le moment, l'inflation est toujours sous contrôle. L'inflation est à peu près, le niveau de l'inflation est de 2%. Donc vous voulez dire qu'il a une réelle augmentation. Parce que le taux d'inflation ne dépend pas seulement de ça. Le taux d'inflation dépend aussi de l'offre. Donc, comme pratiquement dans tous les secteurs, il y a une surcapacité de production. Donc, l'inflation ne risque pas de partir bientôt. Donc, vous voulez dire l'augmentation du revenu personnel veut dire une réelle augmentation du pouvoir d'achat parce que cela dépasse et cela s'est traduit par l'augmentation de la consommation dans la structure de l'économie chinoise. Aujourd'hui, le rôle de la consommation dans la croissance chinoise est plus important que le rôle de l'investissement. Alors qu'il y a quelques années, c'est complètement l'inverse. Je voudrais savoir, parce que vous avez évoqué la consommation comme nouveau moteur de croissance, et aujourd'hui, parce que vous avez évoqué la transformation, quels seront les nouveaux moteurs de croissance pour l'économie chinoise? Je pense que les moteurs, parce qu'on ne peut plus parler du moteur de la croissance, parce qu'il y a différents moteurs. Vu l'état actuel de l'investissement dans la recherche et le développement des entreprises chinoises, de même que par l'État dans les institutions de recherche, etc., c'est un moteur important. Parce que de plus en plus, les entreprises et les institutions publiques investissent dans la recherche et le développement. Ça aboutit des résultats positifs. Parce que dans le domaine de la technologie de télécommunication 5e génération, 5G, et la Chine est en avance sur le monde.
Et ce n'est pas seulement Huawei. Huawei est souvent cité comme l'entreprise pilote. En Chine, Huawei possède des brevets énormes dans le domaine de la 5G, mais aussi China Mobile. Donc c'est un phénomène plutôt général que... C'est un phénomène général. Les entreprises ont investi dans ce domaine-là. Elles y ont trouvé leur compte parce que ça rapporte. En fait, ça rapporte. La Chine a déposé plus de brevets, selon les statistiques de l'Agence internationale de droit intellectuel. Eh bien, l'année dernière, la Chine a déposé plus de droits de douane que beaucoup de pays, que les États-Unis, que le Japon, etc. Alors, puisque vous avez parlé de la transformation de la structure de l'économie chinoise, c'est un processus qui a débuté pas vraiment cette année, mais il y a quelques années déjà. Donc, où en est-on aujourd'hui dans cette transformation? Vous pensez que on est à mi-chemin, on est au début, ou où en est-on? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas une fin de la transformation, c'est difficile de dire. Ouais. Parce qu'à mesure on avance dans les secteurs de technologie, on espère que ça va continuer, ça va continuer. La Chine a fait beaucoup de progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple. Dans l'intelligence artificielle, la Chine travaille beaucoup, investit beaucoup, etc. Et ces technologies, une fois appliquées dans les domaines de production, etc., affecteraient la forme, la structure de la production industrielle. Ça va changer grandement notre mode de vie. Et ça continue. Par exemple, pour les voitures sans conducteur, sans chauffeur, la Chine est en avance sur le monde. Par exemple, les États-Unis et la Chine sont en rivalité pour savoir qui dominera dans ce domaine la technologie. Eh bien, aux États-Unis, ils ont eu, dans leurs tests de voitures sans conducteur, ils ont eu des accidents, etc., etc. Tandis qu'à Shenzhen, donc en Chine, il y a déjà aujourd'hui 6 lignes d'autobus qui roulent depuis 6 mois, sans chauffeur. Donc, parce que les lignes d'autobus sont plutôt sont régulières, etc. C'est plus facile que les voitures privées, etc. Mais tout de même, ça montre que dans ce domaine-là, ça fonctionne bien. Et je pense qu'avec l'installation des équipements de 5G, donc de télécommunications 5e génération, cette année, ça va se commercialiser en Chine. À la fin de l'année, tout le pays sera couvert par un réseau de télécommunications 5G. Et avec ce réseau de 5G, des technologies comme voitures sans conducteur se développera beaucoup plus rapidement que par le passé. Parce que la réaction serait instantanée entre les voitures et le réseau. Mais finalement, quelle est votre prévision pour la croissance de l'économie chinoise pour l'année prochaine? En fait, dans quelle mesure cette pression à la baisse va affecter le taux de croissance? Est-ce que cela va être inquiétant ou... Pas tellement, non. Selon le 13e plan quinquennal, le taux de croissance est prévu à 6,5%. On va avoir 6,6% cette année. L'année prochaine, on espère bien avoir 6,5% ou supérieur. Même si on n'arrive pas à atteindre 6,5%, c'est pas très grave, on aurait tout de même plus de 6%. Et en tout, on aura une moyenne au moins 6,5% pour les 5 années ensemble. Alors je vous remercie, M. Ding, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.